la répartition pourrait ne pas convenir à tous les bénéficiaires potentiels. Le pactole prévu au plan de l'énergie, par exemple, pourrait même ne pas être utilisé à bon escient. L'on était donc en droit d'attendre une sortie en règle de Barack Obama face à des hôtes dont plusieurs étaient déjà indexés par leur peuple. Mais à l'évidence, les considérations d'ordre économique ont pris le dessus sur les questions de gouvernance politique. Pour l'Afrique critique, les choses sérieuses n'ont pas été dites. Les chefs d'État africains ont été, pour certains, tout simplement ménagés. Ce sommet n'aura, à vrai dire, beaucoup profité aux Africains. L'attitude qui peut être considérée comme une erreur de Barack Obama, c'est d'avoir privilégié les questions financières et économiques au dépend des questions politiques. Or, la gouvernance économique est tributaire de la gouvernance politique. Convoquer un sommet africain de cette nature et ne pas insister sur les questions de bonne gouvernance politique, alors que tous les esprits qui ont été préparés, c'est simplement dégoûtant. Le sommet aura donc été un instrument pour les Américains en lutte contre l'envahissement du marché africain par la chute populaire. La preuve, 2 jours ont été consacrés à l'économie et un seul à la politique. Mais ne dit-on pas aux États-Unis 19-19. Pourrait-on jamais promouvoir la démocratie et les droits humains si les dictateurs doivent servir de véritables points focaux à la stratégie américaine? C'est pourquoi nous disons qu'il appartient au peuple eux-mêmes de se battre pour se libérer des dictateurs. Les Africains doivent se désillusionner. Autant ils ont rêvé à l'arrivée de Barack Obama, autant ils ont cru à tort que le sommet convoqué par lui-même allait permettre de faire une mise au point officielle. Malheureusement, en politique, il n'existe ni altruisme, ni philanthropie, encore moins dans les relations entre États. Jamais les présidents américains n'ont été élus sur la base de leur politique extérieure, mais plutôt sur leur manière de résoudre les questions dites domestiques. La rencontre de Washington ne déçoit donc que ceux qui y avaient mis de l'espoir. Les dirigeants africains ne se priveront pas de jubiler. Les partisans et turiféraires de ces dictateurs exploiteront à d'autres fins les photos issues du sommet, probablement celles prises lors des légendaires poignées de main avec le jeune président démocrate le plus célèbre des États-Unis et du monde. La leçon à tirer d'un seul sommet, c'est qu'il appartient au peuple eux-mêmes de se battre pour se libérer des griffes des dictateurs qui foisonnent sur le continent. L'Amérique, du Parti démocrate, aura
une responsabilité historique à assumer suite à cette rencontre. Barack Obama n'a pas voulu se prêter au jeu. En tout cas, à 2 ans de la fin de son mandat, il n'aura pas fait mieux que Bill Clinton, le géniteur de l'AGOA, et George Bush fils, le chevalier de la lutte contre le sida et père du Millennium Challenge. D'ici là, Barack Obama saura-t-il se rattraper? On a 2 ans pour attendre de voir. À travers ce sommet, concrètement, les États-Unis ont officialisé leurs relations avec l'Afrique. Il aura fallu attendre 2014. À titre de comparaison, Pékin recevait à la mi-juillet son 5e sommet Chine-Afrique pour que la Maison-Blanche entreprenne enfin d'investir officiellement en Afrique. Continent qui compte 6 des 10 pays à la croissance la plus élevée au monde. Durant ce sommet, une annonce a été faite. Les États-Unis et la Suède, avec l'aide de la Banque mondiale, se sont engagés à allouer 12 milliards de dollars au programme Power Africa, qui est une agence états-unienne pour le développement international, qui permettrait de doubler le nombre de foyers disposant d'électricité en Afrique subsaharienne. L'administration américaine souhaiterait également faciliter les échanges commerciaux en prolongeant l'accord de libre-échange États-Unis-Afrique, l'AGOA. Cependant, par le Congrès américain, en injectant 7 milliards de dollars supplémentaires. Mais ces 7 milliards de dollars supplémentaires pourraient être retoqués par la Chambre des représentants en majorité républicaine. Reste que les États-Unis ont encore du chemin à parcourir pour s'imposer dans une région historiquement orientée vers l'Europe et aujourd'hui tournée vers la Chine, qui a réalisé 210 milliards de dollars d'échanges commerciaux en 2013 contre 85 milliards côté américain. Aussi, le dernier jour du sommet aura été l'occasion pour Washington de s'implanter, de s'impliquer financièrement à hauteur de 110 millions de dollars par an et pendant 5 ans. Dans ce qu'il maîtrise le mieux, à savoir la création d'une coopération militaire avec le Ghana, l'Éthiopie, le Sénégal, la Tanzanie, le Rwanda et l'Ouganda. Cette annonce intervient alors que la menace terroriste reste persistante en Afrique subsaharienne. Le but affiché par l'administration Obama est de rendre l'Afrique en partie autonome dans la gestion des crises, notamment en entraînant, équipant et formant une force africaine efficace. Mais il s'agit surtout pour les États-Unis
d'installer un peu plus leur présence militaire sur le continent. Dans le droit de l'homme, ils n'ont été évoqués que par défaut. 4 dirigeants africains, jugés infréquentables par la Maison Blanche, n'avaient pas été confiés. Il s'agit des présidents du Soudan, de la Centrafrique, de l'Érythrée et du Zimbabwe. Nous, Africains, que pouvons-nous attendre du sommet États-Unis-Afrique? Ce sommet, qui a regroupé une cinquantaine de chefs d'État et de gouvernement, représentant le président, convoqué par le président américain. Ce sommet, qui avait pour objectif d'offrir aux pays africains la possibilité de présenter les potentialités du continent noir. Pour la plupart des présidents africains, recevoir l'invitation pour prendre part à cette importante rencontre est un geste qui prouve leur légitimité devant les pays de l'Angleterre. Les dictateurs qui se sont accaparés le pouvoir, en Afrique, surtout en Afrique francophone, n'ont pas été inquiets. Au contraire, ils se voient dans un costume de chef d'État légitime et élu démocratiquement. P. John Kerry, le secrétaire d'État américain, a fustigé les présidents qui sont restés longtemps au pouvoir. Rien de concret n'a été dit afin que des contraintes soient mises pour les faire quitter leur fauteuil moelleux. Pour les Africains que nous sommes, le sommet devrait permettre de faire renverser la tendance et d'aller vers des propositions concrètes pour faire face aux problèmes africains qui sont le chômage, la pauvreté, les maladies, on parle de l'Ebola, l'environnement, l'éducation. Il doit permettre d'attirer l'attention des chefs d'État africains sur la nécessité de laisser le pouvoir à la jeune génération afin de proposer une nouvelle alternative. Il faut que les chefs d'État comprennent que plus ils durent au pouvoir, plus ils se mettent à dos le peuple. Les présidents aspirant à la modification de la constitution de leur pays doivent être dénoncés. Cependant, nous devons apprendre en tant qu'Africains à compter sur nos propres efforts. En tant qu'Africains, nous devons savoir que nous avons beaucoup de potentialité et que nous devons nous mettre résolument au travail pour sortir de cette pauvreté endémique qui caractérise notre continent. Nous ne devons pas attendre qu'un sommet puisse résoudre tous nos problèmes. Nous devons être responsables de notre destin, car ce n'est pas aux autres de décider à notre place. Nous devons nous rendre compte que nous avons tendu la main aux autres et que ce geste nous a assez affaiblis. Nous devons coûte que coûte faire renverser la tendance. En tant que jeunes, nous devons demander des comptes à nos dirigeants